Ah ouais, Euh, voilà. tu nous vois, tu m'entends? Ouais, je vous entends. Très bien. Cool, cool. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres personnes, hein. Est-ce que vous savez si Yael, elle sera là ou pas? Elle l'a pas dit. Je crois pas qu'elle nous a dit si elle était là ou pas. Elle l'a pas dit. Je peux lui envoyer un message pour juste m'assurer. Parce que Ok. sinon, bah, et Megan non plus, on n'a pas de nouvelles de Megan. Megan, ça fait un moment qu'elle elle interagit plus trop sur le groupe. Bah, après, c'est vrai, bah, je vais juste leur écrire et puis on va commencer sans elle et puis elle rejoindre si, s'ils veulent, d'accord? Ok. Elle est Il y a là? quelqu'un qui se connecte là, donc il y a peut-être encore quelques personnes qui arrivent. Tiens. Megan, justement. Oh, ah bah voilà, si c'est Megan, on parle de tout. Là. Alors, Ici, tu es dans la lumière. Ok, son tour. je sais pas qui est la dernière personne. Ah non, mais tu étais bien dans la lumière. Oui, moi, je peux plus comme ça. D'ailleurs, ça fait tout bruit d'ailleurs là. Je suis éblouie de cette lumière. Megan, je te vois pas, mais est-ce que tu m'entends? Ouais, ouais, mais j'ai un petit souci de caméra, j'essaie de le régler D'accord. Bon, on t'entend déjà, donc ça c'est cool. Je propose qu'on commence et puis s'il y a elle, d'autres personnes, voilà, on les prend en route. J'espère que tout le monde va bien. Donc je vous présente Germain qui va un petit peu Ouais. nous guider ce soir sur la question ben, des émotions. Ah merde, il me semble. Des émotions. Juste avant de commencer, est-ce Germain, on t'entend, je te vois plus. voilà. Ouais, Germain, tu nous entends? Ouais, ouais, il y a eu une coupure, mais ça marche. Il y a des coupures. Alors, est-ce que je peux régler les réglages? Pas régler. Je prends quoi? Voilà, mais je sais pas pourquoi. Comme d'hab, hein. Ouais. C'était chaud. C'est des gens, salut. Ouais. Ok. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bon, on a comme vous écrivez pas mal par écrit dernièrement sur le WhatsApp, on a un peu des nouvelles. Pas trop de Mégane, justement. Ouais. Voilà. Ça va, toi? En ce moment, c'est assez compliqué parce que je pars bientôt encore en vacances, donc il fallait tout organiser. Et en plus, j'ai beaucoup de travail, donc j'ai pas su réagir. J'ai lu, mais j'ai pas su réagir. Aucun problème. Le principal, c'est que voilà, chacun fait comme il peut. Hein. Déjà, tu es là ce soir, donc c'est déjà super. C'est déjà bien, ouais. Donc, Germain, on t'écoute du coup? Ouais, bah, du coup, on parle de... Ouais, je partage mon écran. On va voir si ça fonctionne. Tac, tac. Ok. Partager le son. Ouais, Moi, je vois. ça Ouais, on fonctionne. voit. Ok, donc, l'idée, c'est de parler du vague à l'âme.
Le vague à l'âme, c'est une expression qui exprime en fait qu'on est tous plus ou moins bipolaires, hein, donc on passe du rire aux larmes en fait. Donc c'est pas en relation avec notre âme, hein, il n'y a pas de... Bah, notre âme elle va bien, tout va bien. C'est pas... Ok. Juste, c'est autre chose. pour commencer, Germain, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ouais, moi c'est Germain. Hey, voilà. On a compris. Mais, d'accord. Donc je travaille pour devenir amourologue, c'est-à-dire que j'essaye de mélanger la psychologie spirituelle avec l'hypnose pour obtenir un mélange de tout ça, quoi. Amourologue, t'as dit, c'est ça? Voilà, ouais. On a entendu. Donc on a une quête du bonheur qui est un peu instinctive, on a une tendance à aller vers le bonheur parce que ça semble être le but de la vie. C'est pas forcément le cas, on verra ça après. Et donc on est plus ou moins psychologiquement formé par la peur de la mort. Je vais y revenir. C'est pas la peur de la mort en tant que telle, c'est la peur de l'inexistence. C'est-à-dire que on a besoin de se sentir exister, c'est un fait. Et du coup, ça crée beaucoup d'agitation émotionnelle à l'intérieur, on verra ça. Et donc, on a un instinct de survie par rapport à ça, et on verra qu'il est aussi, c'est un instinct de survie qui est aussi émotionnel. C'est-à-dire que certaines émotions peuvent être douloureuses ou désagréables à vivre, et on va faire en sorte de les Donc, éviter ou de s'en défendre. je pense qu'effectivement, les troubles, finalement, être associé à de... Si on Ouais. extrapole, oui, on peut imaginer ça, ouais. Alors, au niveau de la maîtrise psychologique, on a déjà... Là, Je- c'est bon. Ah, c'est embêtant. Ah oui, non, voilà. euh, On se revoit. On t'écoute. ouais, Bonsoir à tous. bonsoir. Désolée pour le retard. Bonsoir. Bonsoir, Eve. On contrôle déjà une grande partie de nos émotions instinctivement, en fait. C'est-à-dire que dans certaines situations, on est déjà en capacité de maîtriser nos émotions, on sait le faire. On sait complètement, quand c'est envers notre patron, on sait maîtriser notre colère, on sait déjà maîtriser... on a déjà une force intérieure qui fait que dans beaucoup de situations, on arrive à un contrôle. Et dans d'autres situations, on a tendance à perdre ce contrôle parce que bah, c'est la situation qui veut ça, ou on se sent plus libre peut-être, des fois, ça dépend des cas, quoi. Mais en général, instinctivement, on sait déjà maîtriser nos émotions. Et ça veut dire qu'on a déjà une force intérieure qui est capable de contrôler nos émotions. On s'en rend compte que pour ça, il faut une force de conscience. C'est-à-dire il faut être, il faut être déjà conscient de nos émotions, bien sûr, et faut savoir rester calme, garder son sang-froid dans toutes les situations, bien sûr. Et donc, ça demande une capacité d'une volonté, ça demande une volonté en fait par rapport à ça. Alors, le, le mieux, c'est d'être sérieux dans cette approche parce il faut comprendre que quand on est sérieux, généralement, euh, on va, euh, on va être plus déterminé, plus focus sur la tâche, donc plus concentré sur la tâche, plus d'attention. Et ça va faire toute une différence. C'est-à-dire que c'est comme quand on est en voiture, on conduit. La conduite, ça demande beaucoup de vigilance, et cette vigilance, elle nous met dans un état de concentration où on a une meilleure maîtrise de soi normalement. Alors, bon, ça va dépendre
des situations toujours. Alors, au niveau de l'intelligence émotionnelle, on se rend compte que les émotions, elles devraient pas être un problème. C'est-à-dire que notre système émotionnel, il devrait générer des émotions positives, en théorie. On devrait être capable de générer des émotions positives. Le problème qu'il y a, c'est que l'émotion, elle n'a pas forcément d'intelligence dans l'émotion. C'est-à-dire que finalement, l'émotion, c'est une réaction principalement chimique au niveau du corps humain, cortisol, dopamine, toutes les endorphines du coup. Et c'est une réaction qui est quasi instinctive, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contrôle direct sur la réaction émotionnelle qu'on a. Il faut beaucoup de... Là, il faut... C'est pour ça qu'il faut, dans l'intelligence émotionnelle, le but, c'est de anticiper ses émotions pour pouvoir les calculer à l'avance et savoir comment on va réagir. Ça permet d'être... Parce qu'on dit que... On dit qu'on est créateur ou créature, en fait. C'est ça qu'on a tendance à dire dans le principe. C'est-à-dire que soit on se comporte comme un animal, parce qu'un animal aussi, il a des émotions. Et donc, soit on se comporte intelligemment et on arrive à comprendre. Donc, l'origine de l'émotion, elle n'est pas toujours là où on croit. Par exemple, Greenpeace, les gens qui se battent pour Greenpeace, donc quand ils se battent pour l'environnement, c'est généralement qu'ils ont soit une soif de justice, soit une peur de l'injustice, enfin une peur du futur, et ils se battent pour ça, quoi. On travaille généralement, on travaille pour manger, on travaille par peur de manquer d'argent ou quoi. On travaille, et alors que si on devrait travailler normalement par intelligence pour cultiver notre abondance, quoi, notre confort personnel et nos avoirs, quoi. Donc ça, il y a une différence, comprendre comprendre notre comportement, comment il a été influencé par des émotions. Souvent, il y a une émotion qui est sous-adjacente en fait parce qu'on a une émotion qui est prédominante dans notre vie courante. Il y a des gens qui ont une addiction à la colère, donc c'est des formes d'addiction qui sont généralement qui sont biochimiques, c'est-à-dire qu'ils sont c'est comme une drogue en fait, hein. On a déjà comparé l'amour à la drogue et tout ça. On sait que au niveau chimique, c'est de la drogue, hein, finalement, les émotions pour nous. Et donc, on a notre comportement, il est énormément influencé par ça, quoi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le circuit de la récompense, au niveau de la dopamine, par exemple. On le voit dans les systèmes de réseaux sociaux où on est récompensé émotionnellement par de l'amusement, finalement, par la facilité, quoi. Et donc ça crée pas mal de problèmes. C'est qu'on on a besoin d'être plus intelligent que nos émotions. C'est-à-dire que si quelqu'un nous gronde, mais c'est pour notre bien, on a besoin de comprendre que même si notre système émotionnel il est triste parce qu'on vient de se faire gronder, on a besoin de comprendre que c'est pour notre bien. On a besoin de comprendre que des fois, on a besoin de remettre en place notre système émotionnel. C'est pas, c'est pareil dans une difficulté. Dans une difficulté, si la difficulté est trop grande, votre système émotionnel va avoir tendance à s'auto-saboter en s'imaginant le pire et en se disant oui, est-ce que j'en suis capable? En se demandant ça. Et cette réflexion, généralement, faut outrepasser cette réflexion, être plus intelligent que les émotions au niveau-là pour avoir une volonté qui soit plus forte. Alors au niveau de la personnalité, le libre arbitre, donc l'ego il va diviser le monde en j'aime ou j'aime pas. Et c'est là notre plus gros problème, c'est qu'on a des préférences donc émotionnelles, donc des goûts un peu émotionnels, donc le goût et le dégoût.
Donc des attirances et des répulsions. Sauf que le truc, c'est que ce qu'on aime n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nous. Au niveau de la drogue, encore une fois, c'est une preuve que on a tendance à aimer la drogue assez facilement, mais c'est pas forcément bon pour nous. On n'aime pas forcément faire des efforts au niveau du sport, moi par exemple, hein, et pourtant c'est bon pour nous. Et donc, cette notion de préférence, elle pose un problème assez drastique. Plus on y porte... Donc ça, c'est tout ce concept de division entre j'aime et j'aime pas, ça crée notre dualité. Donc ça crée complètement notre réalité de perception. C'est-à-dire que ça va complètement modifier notre capacité à percevoir les choses de manière objective. Pourquoi? Parce que les émotions sont principalement subjectives. On a chacun un type de réaction émotionnelle différent en fonction de notre vécu. On regarde un film, on va pas le voir de la même façon, on va pas l'apprécier de la même façon, pourtant c'est le même film. Donc c'est la même histoire et on va... Donc ça va jouer en fonction de comment on va s'identifier au personnage justement. Donc ça c'est encore l'ego qui, en fonction s'il a une affinité avec le héros, il va être plus apte à ressentir une capacité de compassion, à se mettre dans la peau du personnage en fait. Et ça... Et donc on n'a pas le même ressenti au niveau là. Donc au niveau... on ne devrait pas juger les choses ainsi, on ne devrait pas juger les choses entre bien et mal. Parce que au niveau fondamental, bah déjà c'est pas tout à fait ça. Au niveau fondamental, il y a plus... on devrait juger les choses de manière intelligente ou stupide. C'est-à-dire que... on va le voir après, mais il y a des émotions qui sont généralement... qui sont imaginaires, on va dire, donc qui sont... On a tendance à dire que c'est des mensonges, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des erreurs de perception, justement parce qu'elles sont subjectives. Et donc, au niveau donc de la biologie des émotions, c'est la base de la neuroscience, hein, qui a commencé donc à l'époque, enfin c'était dans les années 60, je crois. On a découvert que le cerveau, finalement, c'était une machine à traiter les émotions. C'est-à-dire que 90%, 18% de notre cerveau, c'est des informations hormonales. Il traite des informations hormonales. Donc notre cerveau, il traite en permanence des informations qui sont émotionnelles. C'est-à-dire que comme le cerveau, il est principalement là pour notre survie. C'est là que je reviens tout à l'heure, je parlais de la survie, d'un système de survie émotionnelle. On se rend compte que la société actuelle s'enferme de plus en plus, quoi. Il y a moins de couples, enfin, tout ça joue énormément. C'est-à-dire que chaque émotion a une influence directe sur chacune de nos cellules. Donc ça, c'est en fonction de notre système. C'est pareil, ça va être ce qu'on appelle notre mémoire cellulaire, donc ça va être aussi, ça va jouer en fonction de comment le corps, là il y a une implication, donc au niveau, par exemple les bouddhistes se tapent la tête pour se renforcer le crâne, et ça marche. Donc c'est-à-dire qu'il y a une mémoire qu'on appelle une mémoire corporelle, et donc cette mémoire elle est aussi émotionnelle, au niveau moléculaire, quoi. Donc là, bon, c'était la partie un peu scientifique, on va dire. Mais au niveau du cerveau, là, donc comme il traite les émotions, on a un schéma de pensée par défaut. C'est-à-dire qu'on a été éduqué. Et l'électricité dans le cerveau, donc le système nerveux, il a un certain courant d'énergie et l'énergie va au plus simple en fait. Donc on va toujours penser de la même manière. C'est pour ça qu'on a tendance à avoir les mêmes pensées du jour au lendemain.
et qu'on a tendance difficilement à oublier certaines choses, et au contraire en oublier d'autres, c'est qu'on pense un peu, c'est comme si on pensait toujours à peu près de la même manière. Et donc nos pensées vont influencer nos émotions. C'est-à-dire que la manière dont on pense va créer notre système, notre manière de réagir émotionnellement. Par exemple, j'aime bien l'exemple assez drastique, mais si vous dites à quelqu'un Allah Wakba, généralement, quelqu'un de religieux, il va apprécier, enfin quelqu'un qui est dans le délire, mais quelqu'un qui est pas du tout dans le délire, il va avoir peur ou donc on voit que le même mot pas la même, enfin en fonction de nos croyances, on va pas avoir la même réaction émotionnelle. Et donc finalement c'est comment on interprète ce qu'on vit quoi. Notre expérience, c'est notre manière de l'interpréter qui fait qu'on vit des émotions positives ou négatives. Donc à partir de là, on peut comprendre que nos émotions sont un choix et qu'on peut choisir nos émotions. On peut même aller plus loin et on peut même les créer. Mais il y a une difficulté à les créer par soi-même parce que le système émotionnel est comme plus lent que la pensée. Il faut beaucoup de temps pour créer une émotion. C'est-à-dire qu'il faut méditer pendant des heures sur la paix intérieure pour arriver à un sentiment de paix intérieure, vraiment. C'est un peu ça l'idée. Et puis au fur et à mesure, ben, on y arrive de plus en plus vite, forcément. On peut, effectivement... Donc on a des pensées récurrentes et des émotions récurrentes, et même des sensations récurrentes, parce que c'est lié finalement. Euh, Donc ensuite, il y a le problème là, c'est que le cerveau, il comprend pas ce qu'on pense. Et le système émotionnel, il comprend pas non plus les émotions qu'il vit. C'est-à-dire que notre cœur, il comprend pas forcément... Enfin, notre cerveau, il comprend pas forcément nos émotions. C'est-à-dire que c'est la conscience qui va analyser l'émotion, et il arrive que les émotions soient créées par l'imagination, donc c'est des fausses émotions. On peut très bien, si vous regardez un film d'horreur, vous allez vous faire peur, alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur en réalité. Pourtant, euh, vous avez généré de la peur. Et, et donc faut faire il faut être conscient c'est pour ça qu'il faut être conscient de ses émotions pour pouvoir euh, rééduquer son système émotionnel. On va expliquer ça comme ça. C'est-à-dire que il arrive que on ait des émotions qui soient des mensonges, on appelle ça des mensonges, enfin des fausses émotions, comme une fausse joie par exemple. La fausse joie, c'est déjà connu. Enfin, on est excité pour l'anniversaire d'un ami, on va à l'anniversaire et finalement, bah, lui, il n'est pas du tout dans le délire. Enfin, je me comprends. Donc il faut faire la différence là-dessus sur ce qui est réel pour soi et pour l'autre, quoi. Euh, voilà. Ensuite, on a quoi d'autre? Alors, oui, ensuite, on a bon, donc, une grande partie de nos émotions ouais, sont créées par l'imagination. Ouais. Ça, c'est-à-dire que on, notre, notre subconscient, il rêve constamment. On est constamment en train de rêvasser, on est constamment en train d'analyser, et donc, il arrive que parfois notre analyse, elle n'est pas complète. C'est comme si on fait un calcul de mathématiques, il nous faut du temps pour calculer. Pour que notre cerveau il comprenne ce qu'on est en train de vivre, des fois on ne comprend pas toujours sur l'instant T, quoi. Et ça peut prendre du temps d'analyse, des fois de la psychanalyse même, pour comprendre ce qu'on a vécu et faire relativiser ou des fois retrouver sa sérénité, quoi. Sa paix intérieure et tout ça. Et donc, euh, dans le cas du futur, par exemple, on génère beaucoup d'anxiété vis-à-vis du futur parce qu'on va imaginer tous les scénarios possibles pour optimiser au mieux, forcément. Et donc, généralement, la première solution qui nous vient, quand la difficulté est trop grande, ça va être
l'abandon, par exemple. Et ça, l'abandon, ça va nous créer des émotions encore qui vont être négatives ou des... Enfin, on verra ça encore après. Donc, ce qui est important, la deuxième chose qui est importante, c'est la mémoire. Comme j'ai vu, on a une mémoire cellulaire, donc en fonction de l'expérience de notre vécu. Euh, on a des mémoires traumatiques. C'est-à-dire que, par exemple, qui nous a dit un mot de travers, on l'a noté, et notre système de survie va faire en sorte qu'on ne veuille plus vivre ce mot de travers. Donc on va faire en sorte de corriger le tir, en gros. C'est-à-dire que consciemment, on va se protéger de certaines émotions, on va être dans le déni de certaines émotions, et comme je l'ai dit, on va avoir des émotions aussi prédominantes. Donc c'est en fonction de comment on calcule, comment notre cerveau va interpréter l'événement en fait, hein. Et donc la solution c'est de ne pas s'identifier à ce qu'on a vécu, parce que l'identification qui crée la réaction émotionnelle vis-à-vis de... Donc il faut voir notre histoire comme une histoire qui... on a tendance à faire à croire que notre expérience, elle est, euh, elle est généralisée en fait. On a tendance à croire c'est une généralité. Et ça pose problème parce euh, on n'est pas lucide par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on a une expérience, ça peut être très bien un accident, ça peut être très bien, ça peut être un hasard, ça peut être un simple, ça peut être un fait tout à fait banal, mais finalement, le fait qu'on l'ait vécu nous, on lui donne plus d'importance. Et on va, notre perception, du coup, elle va être influencée par rapport à ça. Donc, le problème de l'identification, c'est que bah, ça crée toute une structure de croyance, comme on l'a vu tout à l'heure. La croyance va faire que le système émotionnel va réagir en fonction. Alors, on n'a que deux émotions, c'est la peur ou la joie. Principalement, le reste, c'est des nuances de ces deux émotions. Mais d'un point de vue fondamental, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que euh, ça reste des émotions. Ça veut dire que, comme on l'a vu, ça peut être une fausse joie, ça peut être une fausse peur. Euh, Bien sûr, c'est préférable de vivre dans la joie, mais un excès de joie peut être nocif. Un excès d'enthousiasme, si vous avez un excès d'enthousiasme et que vous investissez tout votre argent en bourse, ça peut être nocif, quoi. Euh, donc, donc le mental, il faut faire une différence aussi entre le mental et l'intellect, parce que le mental est très émotionnel et influencé par les émotions, alors que dans notre intelligence, parce qu'on est une intelligence, hein, on est une source d'intelligence pure, on est une lumière, donc notre intelligence, notre conscience, elle a, il n'y a pas d'émotion, c'est un peu compliqué à saisir, mais il n'y a pas d'émotion dans l'esprit, il n'y a pas d'émotion dans l'intelligence en fait. Dans la conscience, il n'y a pas d'émotion. La conscience perçoit l'émotion, la comprend, mais d'elle-même, elle n'a pas d'émotion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tendance à croire que c'est ce qui nous rend humains, mais les animaux aussi ont des émotions, donc faut savoir relativiser ce fait. Et donc le mental, il va faire des comparaisons, des métaphores, il va beaucoup imaginer, il va spéculer, et donc là, faut réussir à faire la différence parce que comme je l'ai dit, il y avait euh, notre cerveau, c'est donc 98% d'émotion et 2% d'intelligence. Donc c'est très dur d'être d'être d'avoir assez d'intelligence pour justement maîtriser nos émotions et donc anticiper donc et tout ça. Voilà. Et donc oui, le mental aussi, il a tendance à produire des pensées mécaniques. Ça, c'est un problème parce que ça va créer des émotions qui sont quasiment automatiques. Et
Alors si on est dans des bonnes émotions, bah, tout va bien, tant mieux, mais si on est une mauvaise passe, ça va renforcer l'émotion. C'est-à-dire qu'on peut voir, on a tendance à, si on voit ça en termes d'énergie, on va imaginer qu'on a une charge énergétique au niveau émotionnel, par exemple, on a quelque chose qui nous pèse sur le cœur. Euh, et plus cette charge prend du poids, on peut parler en termes de poids, plus ça va nous peser et plus il faudra de la force de conscience pour se décharger de ce poids, quoi. Alors, j'essaie de voir où j'en suis. Donc, au niveau de la chimie, ouais, donc on a une addiction aux émotions, à certaines émotions. Et ça va créer un effet placebo ou nocebo. Nocebo, c'est l'inverse de placebo. Ça veut dire que en théorie, la joie est très bénéfique pour le corps, hein. Dire que on estime à 10 ans de vie, c'est des études assez sérieuses, mais en espérance de vie, c'est 10 ans. Une vie heureuse, c'est 10 ans de vie en plus. Dire qu'une vie de qualité relationnelle saine, on va dire, c'est 10 ans de gagné, quoi. Donc la joie, c'est important au niveau là, ça maintient une cohérence hormonale en fait, principalement. Donc Ah. Pas d'équilibre ou pas? voilà, ouais, Ah, en plus de l'équilibre hormonal et tout ça, quoi. Donc ça fait partie du bien-être en fait, hein. Quand on est joyeux, on se sent mieux, hein, c'est tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, les pensées, c'est 30% de notre énergie. Au niveau de la... euh, donc, c'est énorme. C'est-à-dire que quand on pense au futur, quand on pense au passé, on utilise beaucoup d'énergie de conscience. Et il faut être... bon, alors, on dit qu'il faut vivre au présent, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Il faut bien sûr anticiper le futur, mais comme je l'ai dit, il ne faut pas s'identifier au passé. Alors, alors, ça a tendance à générer des émotions de mélancolie. Et donc, notre système émotionnel, il est réactif. C'est-à-dire qu'il réagit tout le temps en permanence à l'environnement. Il le fait pas exprès, c'est-à-dire que c'est génétique, hein, on est conçu comme ça, on réagit forcément. Mais il faut être il faut être dans l'action, donc il faut être vigilant. C'est-à-dire que normalement, faut être au centre de la conscience pour pouvoir anticiper. Mais on verra ça peut-être après. Donc, on a un centre, on a quatre centres. On a donc l'intellect, le mental, l'émotionnel et l'instinctif. Et ils tous s'auto-influencent. C'est-à-dire que la pensée va créer des émotions, l'émotion va créer des sensations, les sensations vont créer des émotions, et les émotions vont créer des pensées. Et dans tout ça, bah, il n'y a pas forcément d'intelligence, c'est un système qui est automatique. Et donc l'intellect, il est au-dessus de ça, et c'est la conscience qui gère tout ça. Euh, et c'est là qu'il faut être le plus possible donc conscient de toutes les mécaniques qui entrent en jeu dans notre système, quoi. Donc au niveau de la psychologie, on parle de pulsion. C'est-à-dire que on va avoir une pulsion généralement instinctive, donc ça peut être le sommeil, la nourriture, tout ça. Ça va nous donner donc enfin une impulsion qui va nous donner des pulsions au niveau émotionnel, ça va être donc on va réagir différemment en fonction de la pulsion. Donc on va avoir des pulsions refoulées, des désirs refoulés. On va avoir des désirs insoumis. Et on va avoir donc des compulsions. Quand on a un désir trop fort, et ça arrive que des fois ça nous monte à la tête et ça devient une compulsion, ça devient compulsif, quoi.
Donc là, ça va être là, on atteint des troubles obsessionnels, généralement, hein, quand on est à ce niveau-là. Mais ça veut dire que énergétiquement, les- l'émotion, enfin, tout ça s'auto-influence. C'est-à-dire que c'est interdépendant, mais il y a une influence au niveau de chaque. Au niveau au niveau de, les anciens, ils parlaient du feu, de l'air, et donc ils parlaient du feu de la conscience, qui mettait donc l'air, le mental en action, l'eau c'était l'émotion et la terre c'était le physique. Alors là, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que finalement, l'air ne bouge pas tant qu'il n'y a pas de feu. Parce que le vent, c'est un. Le vent, c'est le courant d'air chaud, d'air froid, donc c'est le feu, c'est la chaleur qui met l'air en mouvement. Donc c'est vraiment la conscience qui met tout le reste en mouvement. Et donc un miracle, c'est un changement, c'est une prise de conscience. Mais il faut que la prise de conscience, ça soit énormément forte, si que, par exemple, pour quelqu'un qui découvre qui retrouve qui peut marcher, et qui était paraplégique avant, c'est une énorme prise de conscience, c'est vraiment le feu de la conscience, c'est ce qu'on appelle le feu de l'esprit même, hein, qui va mettre tout ça en branle, on va dire. Mais alors du coup, euh, comme chacun nourrit l'autre, euh, on- le mental va nourrir aussi la conscience. Quand on a une réflexion, quand on réfléchit longtemps à quelque chose, on se rend compte que c'est donc nos pensées qui nourrissent notre conscience. Et donc pour prendre conscience, il faut généralement y réfléchir longtemps. Des fois, ça peut être très long de prendre conscience de notre vie, parce que le problème est très complexe, même s'il peut paraître simple à premier abord. Euh, il y a enfin, des psychothérapies qui durent une vie. Des fois, c'est parce que c'est c'est compliqué de prendre conscience des fois de choses simples. Hein. Faut pas croire. Alors, dans tout ça, on a un principe de compensation qui fait que nos besoins fondamentaux, si vous connaissez la pyramide de Maslow, donc on a des besoins donc instinctifs, dormir, boire, manger, tout ça. Et on a des besoins intellectuels. On a besoin de nourrir notre conscience parce que c'est un peu le but du jeu, c'est de grandir en conscience en fait. Et sauf que on a des besoins émotionnels et des besoins mentaux. Et c'est difficile de trouver d'équilibrer chaque principe de manière qualitative, de manière intelligible. Par exemple, nos besoins, ils sont l'extension de nos désirs. C'est-à-dire que d'abord, on a des désirs, et ensuite, quand ça devient urgent, on va avoir des besoins. Euh, un besoin émotionnel, on va le combler généralement par de la fantaisie, par exemple. On va regarder un film, on va rêvasser, on va créer du fantasme en fait, voilà, tout simplement. Donc on va compenser de manière à nourrir notre émotionnel de différentes manières. Et ça, on ne le nourrit pas toujours de la bonne manière. C'est-à-dire que physiologiquement ou mentalement même, on va, même la société nous propose pas forcément ce qui est le plus adapté à nos besoins. Euh, euh, Physiologiquement, par exemple, si on a besoin de sensibilité ou de sensualité, c'est pas forcément facile d'avoir accès à des massages de qualité, par exemple. C'est-à-dire qu'au niveau enfin, et pareil au niveau émotionnel, je sais qu'au Japon, par exemple, ils peuvent louer des amis, mais ici, c'est pas très répandu comme pratique. Et donc,
trouver une relation amicale de qualité où on arrive à échanger sur la même longueur d'onde et tout ça, euh, ça va être compliqué. On est d'accord. Donc, au niveau de la charge émotionnelle, on peut constater qu'on a une charge émotionnelle, donc un poids sur les épaules, généralement, on peut appeler ça comme ça, au niveau de notre agitation intérieure. Quand on est agité intérieurement, c'est-à-dire que quand on ne tient pas en place, généralement, c'est qu'on a une charge émotionnelle qui est peut-être subconsciente, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément conscient du poids qu'on porte, hein, parce que des fois, on porte l'émotion des autres, hein, des fois, on est préoccupé par la santé de nos proches, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et donc, ça peut créer une charge émotionnelle, tout simplement. Et donc, euh, on verra après que la charge émotionnelle, elle peut devenir de plus en plus lourde. Plus on l'entretient, plus elle devient lourde. Et du coup, des fois, on a du mal à se défaire de ça, quoi. Donc, le lâcher-prise, bah, c'est de la patience, finalement. Donc, c'est de la philosophie, finalement, hein. C'est-à-dire que ça va être de l'acceptation. Faut voir, il y a, oui. Alors, plus une chose est importante, plus elle nous affecte. Ça, c'est-à-dire que on est, on est émotionnellement influençable par ce qui est, plus on porte de l'importance pour quelque chose, plus on va réagir à cette chose, forcément, hein. Donc, c'est là que, bon, il faut relativiser, il faut déjà imaginer ce que sera la valeur que ça aura dans 100 ans, tout ça. Euh, mais par exemple, pour ce qui est de la charge mentale, on a beaucoup de, on a beaucoup de pensées qui peuvent surperposer. C'est-à-dire on peut penser à 50 000 choses en même temps, et du coup, bah ça nous fatigue mentalement, typiquement. Et à partir de quand on est fatigué mentalement et là on contrôle plus nos pensées, et ben ça veut dire qu'on contrôle plus nos pensées, on contrôle plus nos émotions, et ainsi de suite. Puisque c'est la pensée qui va venir contrôler l'émotionnel finalement. Donc c'est la force psychologique, c'est une force de conscience, donc c'est une force de pensée. On le voit dans les athlètes de haut niveau qui font beaucoup de travail de préparation, ce qu'on appelle la préparation mentale de nos jours, c'est obligatoire pour les sportifs de haut niveau. Donc il faut voir l'inconnu comme une source de joie, c'est-à-dire que c'est c'est une manière, c'est une philosophie en fait, hein. Disons que c'est plus simple. C'est plus simple de voir ça comme ça parce que enfin, je reviendrai là-dessus après. Donc le désir il dure environ 2 minutes. Donc généralement on change de désir tous les 2 minutes et l'émotion elle dure environ 12 secondes. Au-delà de ça, ça devient généralement un sentiment, mais ça prend du temps à devenir un sentiment. Ça prend généralement, ouais, je ne saurais pas dire, mais ça va dépendre un peu de l'intensité de l'émotion et de sa. Mais là, on va dire qu'on explique elle se cristallise. Ça veut dire qu'elle devient, c'est comme si elle s'imprégnait au niveau cellulaire, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc c'est là qu'on a des schémas de comportement qui vont être basés sur nos réactions émotionnelles, parce que ça entraîne des biais cognitifs par rapport à comment l'émotion s'est cristallisée. Donc au niveau énergétique, ça s'accroche au système nerveux. Donc on appelle ça des amas d'émotions qui se densifient à des. Et généralement, plus ça se densifie, bah, pour la médecine chinoise, ça va se densifier autour des organes. C'est pas toujours le cas, mais on a tendance à dire que la tristesse c'est dans les poumons, que la peur c'est dans les reins, que l'amour c'est dans le cœur, par exemple, hein. Donc pour la médecine chinoise, chaque organe porte une émotion. Et, et donc notre corps va réagir, on le voit dans les arts martiaux, dans les, dans les arts martiaux, on voit comment
les combattants réagissent à la peur du combat, justement, et les maîtres, ils influencent notre perception de la peur, justement, pour qu'on soit de meilleurs combattants. Donc, c'est comment notre corps a enregistré, a imprimé, a vécu ces expériences émotionnelles, va réagir en fonction, quoi. Donc au niveau de la digestion des émotions, là il faut une bonne respiration. Une très très bonne respiration, c'est-à-dire que c'est une respiration consciente et dynamique, énergétique. On va dire énergétique, c'est-à-dire que c'est de la respiration pranique. Je conseille la respiration holotropique, justement. C'est une respiration qui est très intense, moi j'appelle ça de la respiration musclée. C'est-à-dire qu'on va vraiment ouvrir les poumons au maximum, ouvrir vraiment la cage thoracique, on va vraiment respirer au maximum pour que, en fait, ce qui se passe, c'est que le liquide spino-rachidien qui est dans la colonne vertébrale, qui traverse notre cerveau, notre système limbique, donc notre cerveau émotionnel, il faut que ce qu'on appelle aussi Kundalini, il faut que ça soit en permanence en mouvement. C'est un peu comme euh, le, non, je sais plus le nom, mais enfin enfin, il faut que ça circule, quoi. Il faut que l'émotion elle soit constamment en train de circuler, parce que quand elle stagne, comme on a vu tout à l'heure, l'émotion pour les anciens c'était de l'eau, et une eau qui croupit, donc une eau stagnante, c'est une eau qui pourrit. Donc il faut que les émotions soient tout le temps en mouvement. Faut que sinon bah, on va être dans un ressassement émotionnel. Et c'est-à-dire on va entretenir une charge émotionnelle, on va amplifier une émotion qui est pas forcément présente au moment-là. Donc la qualité du sommeil, c'est très important parce que c'est pendant nos phases de sommeil que le cerveau nettoie principalement les émotions. C'est pour ça qu'on fait des rêves généralement bizarres. C'est juste le cerveau qui nettoie nos émotions. Et comment on se nourrit émotionnellement. C'est-à-dire que notre société a tendance à surconsommer dans toutes les pubs, il y a de l'émotion, on met de l'émotionnel, on a tendance à nous vendre de l'émotionnel tellement que... C'est-à-dire que dans un film d'une heure et demie qui nous parle, essaie de nous faire vivre justement des émotions fortes, si on n'a pas forcément une qualité bonne de sommeil, moi je sais que si je regarde un film d'horreur par exemple, je vais mettre 3 jours à m'en remettre minimum. Donc il faut faire attention à comment on se nourrit émotionnellement à ce niveau-là. Et éviter donc de trop de fiction, faut rester simple au niveau là. Il faut accepter en fait que on vit pas forcément des émotions intenses tout le temps. Par exemple, une sensation forte va entraîner des émotions fortes. Et donc les gens qui sont en quête de sensations fortes sont généralement finalement en quête. euh, c'est une agitation intérieure finalement. Et ça veut dire qu'il y a une charge émotionnelle qui est pas forcément qui est bénéfique pour le système parce que la paix intérieure n'est pas là. On va voir ça tout de suite. C'est que en fait, ce qui se passe, c'est que il y a deux types d'émotions, comme je le disais tout à l'heure. Donc il y a les émotions, on a tendance à dire positives et négatives, mais en fait elles sont agréables ou désagréables. Donc donc c'est quand même des messages importants, hein. Il faut pas croire que... C'est-à-dire que elles vont quand même nous influencer dans la bonne direction. Au niveau de la... Puisqu'elles sont là pour notre survie, elles sont là aussi pour notre bien-être, donc notre santé. Euh, donc ça c'est l'échelle de conscience de Hawkins, il s'appelle. Donc l'idée c'est quoi? C'est que
on a donc, des, des peurs et des joies. Donc c'est les deux émotions et c'est des mélanges de ça. Donc la honte, c'est l'émotion la plus lourde à vivre. Elle est tellement lourde que généralement on préfère la cacher. Donc la honte se cache généralement. Jusqu'à l'autodestruction même, on va dire. Donc on a tendance à mourir de honte même, on dit ça. Euh, donc là, après, il y a... Donc on va voir que tant qu'on n'est pas... on n'a pas fait le ménage intérieur, donc on n'a pas fait un travail psychologique un travail sur soi pour nettoyer tout ça, on se rend compte que même quand on arrive dans la joie, quand on est dans une joie, on a tendance à culpabiliser la joie parce que la société, elle n'est pas forcément très belle et du coup, on culpabilise d'être joyeux. Ça, c'est le genre de réflexion qu'on peut se faire assez quand on débute dans le travail psychologique, bien sûr. Alors, on se rend compte aussi que donc, du coup, c'est l'espoir. C'est l'espoir qui nous fait passer entre la peur et la joie. C'est l'espoir qui nous. Mais il y a deux types d'espoir. Euh, Il y a les espoirs qui sont dans l'attente. C'est-à-dire que si vous prenez la boîte de Pandore, le dernier mot de l'humanité, donc la dernière souffrance de l'humanité, c'est l'espoir. Parce que quand vous êtes dans l'attente vous êtes dans la passivité, vous n'êtes pas en créativité de votre... euh, et du coup, oui, donc votre espoir, c'est plus un désespoir qu'autre chose en fait. Euh, donc là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment c'est un espoir qui est fier de vivre et qui va faire en sorte justement d'avoir la volonté d'être dans la joie, de choisir donc l'émotion que vous voulez vivre. C'est-à-dire que si tout le monde fait la gueule autour de vous, vous n'êtes pas obligé de faire la gueule, hein. Vous avez le droit de sourire, vous avez le droit d'être en joie. D'ailleurs, si vous souriez, ça fait croire à votre cerveau que vous êtes heureux. Ah, je t'entends plus, Germain, moi. Ah, ça va revenir peut-être? Moi non plus. J'attends une seconde peut-être? On t'entend plus. J'ai rien C'est touché. bloqué dans l'espoir de la joie. Ok. Ça va revenir une seconde peut-être? On Là? va attendre. Je vais aller chercher mon. J'ai plus de batterie.